entre les lignes, on a compris, c'est quand vous serez ici, on considérera que vous êtes une entreprise d'ici. Et ça, c'était un premier élément important. C'est-à-dire que pour adresser le marché canadien, il faut être une entreprise canadienne. Il faut être une entreprise basée au Canada, avec une organisation canadienne et dépendre directement des actionnaires. Et ça, c'était très important et ça fait énormément. Arthur Nicolet, tu es président et directeur général de Transdev Canada, une entreprise devenue leader en transport public au pays. Depuis ton arrivée en 2018 dans la filiale canadienne, vous avez connu une croissance fulgurante, passant d'un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de dollars à plus de 600 millions aujourd'hui, avec une équipe maintenant de 6 000 employés. Vous avez récemment renforcé votre position en faisant l'acquisition majeure d'une entreprise, confirmant votre statut de premier opérateur privé au Canada. Arthur, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour Antoine, merci. Ravi aussi d'être sur le podcast. Arthur, avant qu'on commence à décortiquer cette belle histoire de croissance-là que vous avez fait avec Transdev Canada, est-ce que tu pourrais prendre juste un peu de temps pour bien situer notre audience? Qu'est-ce que vous faites au quotidien à l'intérieur de votre organisation pour que les gens soient capables de situer l'entreprise que tu représentes? Alors Transdev, c'est vrai que c'est une entreprise qui n'est pas forcément connue du grand public. On est un opérateur de transport public. On travaille pour le compte des municipalités, des mairies, des collectivités, des provinces, des gouvernements, et on leur fournit les services de transport de bus. Donc on va opérer les bus, on va opérer les trains, on peut opérer les métros, les ferries, vraiment l'ensemble des modes de transport qui existent terrestres, et dans une approche de service public. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le transport individuel, on fait vraiment les services partagés de transport. Ça, c'est le cœur d'activité d'une entreprise comme Transdev. Et là, vous êtes devenu le leader au Canada. Et on est devenu effectivement leader multimodal. Ça, c'est un point aussi. Donc, quand on gère l'ensemble des modes de transport, on était passé effectivement au tout début de simple opérateur de bus à l'intégralité des modes de transport, donc avec des modes ferrés, des modes de transport à la demande, du bus, du car, vraiment la palette transport médical également, l'ensemble de la palette du transport. Et ça, on est très fiers, très heureux d'avoir accompli cette évolution avec toute l'équipe. Et simplement pour situer un peu les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, Transdev est dans plusieurs pays. Vous êtes devenu très fort au Canada. Il y a une très, très belle croissance qu'on va décortiquer ensemble dans quelques minutes, mais peut-être également pour situer les gens. Est-ce que tu peux nous dire, Arthur, dans combien de pays, dans quel pays Transdev, pas simplement Canada, on l'aura compris, mais de manière globale, est installé? Transdev, c'est vraiment un leader mondial, le leader mondial de la mobilité. C'est un peu plus de 10 milliards d'euros, donc à peu près 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 100 000 collaborateurs au travers le monde. À peu près 23 pays dans tous les continents. On va opérer différents types de systèmes de transport, bien entendu. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a une empreinte géographique mondiale et qui amène aussi cet intérêt, cette valeur ajoutée, ce qui est la possibilité de croiser les expertises, les connaissances. Et c'est vraiment ça que l'on partage au travers de notre réseau, au travers de l'entreprise, au bénéfice de nos clients, de nos collaborateurs également. Voilà, vraiment de partager toute cette expertise. Et bon, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as fait ta carrière quasiment complète, et je dis quasiment, chez Transdev parce que ça a commencé de manière un petit peu différente. Tu étais avec Veolia au départ, une organisation qui, selon les recherches que j'ai faites, tu as rejoint, qui n'était pas tellement grande à ce moment-là, mais à la fin, quand il y a eu la transaction avec Transdev, vous étiez quasiment rendu à plus de 20 millions, 22 millions, je pense plus précisément, de chiffre d'affaires, quand vous étiez environ à 2 millions au départ. Donc, toi, tu commences avec Veolia et ultimement, c'est Transdev qui vient cogner à la porte pour intégrer le tout dans ces organisations. C'est ça qui s'est mis en place? Alors moi, je suis vraiment un enfant du transport public, de cette industrie-là. Je suis né. C'est la joke, le running gag que j'ai avec Born and Raised à Transdev. Alors même si c'était pas Transdev, comme tu l'as dit, c'était Veolia. J'ai vraiment démarré tout de suite ma carrière après les stages. J'étais en 2001 dans le monde du transport. C'était quelque chose à l'époque d'ailleurs qui n'était pas très tendance, parce qu'aujourd'hui on se dit la mobilité, il y a quelque chose qui est plus attractif, en tout cas pour les jeunes générations, la prise de conscience aussi de l'environnement. C'est des choses qui sont quand même aujourd'hui vraiment d'actualité et ancrées, malgré l'actualité récente. Mais à l'époque, c'était plus un challenge, c'était, je dirais, plus atypique, en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et démarrer effectivement dans démarrer
vraiment responsable d'une toute petite filiale, 2 millions effectivement, un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 personnes. Donc on a les mains dans le guidon, et puis la tête dans le guidon, et puis on est hands-on, on fait tout, quoi, hein. Donc ça, c'est l'avantage, ça permet de découvrir vraiment comment fonctionne le service, que ce soit les métiers de la Ben conduite, oui. de la mécanique, voilà, ça a permis de, je dirais, me démarrer dans ma carrière, de connaître, puis après d'évoluer, effectivement, il y a eu cette fusion entre Veolia et Transdev, et on a gardé le nom Transdev pour la suite. Voilà. Donc ça n'a pas été, j'ai pas été, mais il y a eu une fusion à un moment, et on est parti, sur un autre nom d'entreprise. Mmh. Et bon, des fois, quand il y a des acquisitions qui se mettent en place, Arthur, il peut y avoir des collègues qui suivent, des employés qui suivent, même des actionnaires qui suivent, mais il y en a d'autres qui peuvent partir. Et toi, donc, de ce que je comprends, si on regarde un peu comment que l'histoire s'est dessinée, le projet de l'acquisition, le projet avec Transdev t'a séduit. Comment ça s'est déroulé un peu cette transition? Bon, alors, il y a le côté politiquement correct de dire: «Mais ça s'est très bien passé», mais bien entendu. Bon, comme dans toute fusion, il y a des défis, bien entendu. Il y a des défis d'abord humains, de responsabilité. Je crois que toutes les entreprises connaissent ça, hein. Je crois que, voilà, on va pas faire dans la langue de bois. Donc évidemment, il y a des enjeux d'ego, des enjeux de compétition au sein d'une organisation. Pour ma part, je pense j'avais déjà une trajectoire positive dans le sens où j'avais pu évoluer sur différents réseaux, qui étaient des réseaux qui avaient vraiment des difficultés particulières de redressement, de retourner la situation, de redévelopper. Donc je m'étais fait un petit peu une particularité, une expertise singulière au sein du groupe, et donc cela, ça m'a permis effectivement de passer un peu au travers des vicissitudes, même si, il y a eu des vagues quand même, hein, j'en ai eu aussi. Donc ça n'a pas été toujours simple. C'est passé, c'est derrière, et puis ça a aussi ouvert des opportunités, parce qu'une fusion, c'est aussi une opportunité d'intégrer de nouveaux pays, d'intégrer des nouvelles opportunités de carrière, une nouvelle échelle qui était vraiment renforcée, et en particulier à l'international. Et donc ça, je pense que c'était aussi quelque chose de très porteur pour le groupe, qui a été très positif pour la suite. Mmh. Et bon, si on regarde un peu ton parcours en France par la suite avec le groupe, tu es PDG de Transdev Reims et par la suite de Rouen. Donc, essentiellement, on te donne des filiales de l'organisation nationale. Est-ce que ça avait été clair au moment que tu intègres le tout, qu'on te donnerait peut-être certains lieux géographiques où est-ce que tu seras en charge? Comment ça s'est mis en place un petit peu le choix qu'on te donnait ici, là? Alors, dans les livres, on dit qu'il y a un déroulement carrière qui est prévu, que tout est bon. Il y a rien de prévu. Ça, Il n'y a rien de pour le coup, prévu. il y a rien de prévu. Ça, je crois que, voilà, c'est pareil, et c'est la vraie vie. J'ai des enfants, je leur dis la même chose d'ailleurs régulièrement. I Ce qu'il faut, c'est pouvoir être engagé à fond. Je crois que ça, par contre, c'est important, s'engager, dans ces challenges, s'engager dans ces opportunités. À chaque fois, je Mmh. pensais que j'allais aller dans une ville ou sur un contrat, et puis ça arrivait jamais. J'allais toujours sur un autre. On m'en donnait une autre. Et je le regrette pas. Alors, c'était toujours un petit peu frustrant au début, parce qu'on se disait: «Ma mince, je voulais aller à tel endroit», et c'était, moi, en tout cas, des expériences vraiment positives. Et tu parles de Reims et de Rouen. C'était 2 contrats très complexes, en fait. C'était des contrats de PPP assez étendus, où la collectivité, l'agglomération, en fait, délègue l'intégralité de son service de transport. Bien sûr, la partie opération, donc des bus, des mécaniciens, mais eux aussi la partie marketing, construction, vente des titres, enfin toute la stratégie qui allait avec, numérique. Et ça, il y avait une complexité et un intérêt, permettait d'être assez créatif aussi. Ça amenait aussi beaucoup de challenges, bien entendu, mais je pense que voilà, ça m'a bien plu, et ça m'a permis aussi, je pense, d'avancer pour la suite dans ma carrière. Mmh. Et dis-moi, juste pour être certain de bien comprendre ici, parce que on te donne ces différents mandats-là. Est-ce que dans les endroits que tu diriges, ton mandat est tout le temps similaire? Parce qu'on voit, là, si on regarde ton curriculum, tu es président directeur général, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'indépendance qui sont données à ces régions et c'est opéré de manière un peu différente? Donc, ton travail est différent d'un endroit à l'autre, ou il y a vraiment une structure préétablie qui fait en sorte que le travail à Rouen est le même que le travail à Reims? Alors, je pense qu'on est en tout cas dans l'entreprise, chez Transdev, il y a une grosse part d'autonomie.
Alors, bien sûr, on est dans un groupe, bien sûr, il y a des règles, et cetera. Mais, moi, c'était quelque chose, auquel j'aspirais, d'ailleurs, en finissant mes études. J'avais fait de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat et de ce type de parcours, avoir créé beaucoup d'associations aussi. Et c'était quelque chose qui m'inspirait et qui m'attirait beaucoup, chez Transdev parce que finalement, on gère des contrats qui sont un peu comme des entreprises autonomes, qui ont leur histoire, hein, de passé, d'accords sociaux, de fonctionnement, d'organisation dans la ville. Et ce n'est pas comme une industrie où on va fabriquer des voitures ou, je sais pas, des pièces, des objets. On va standardiser, puisqu'effectivement, on peut standardiser quand on est dans ce genre d'industrie. Nous, dans notre industrie, il faut s'adapter au territoire. Il faut s'adapter au contexte. Et du coup, le fait que, je dirais, notre industrie est liée à ça, et c'est vraiment très important, bah, ça donne beaucoup d'autonomie aussi, aux dirigeants, quel que soit le niveau, même si c'était plus modeste, auparavant. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais bon, peut-être que tu étais surpris de te faire envoyer d'une ville à l'autre, mais là, à un certain moment donné, on t'envoie au Canada. Là, ici, c'est plus de ville, c'est un changement total de vie, littéralement. Donc, c'est en 2018 que tu deviens président de la filiale canadienne, cette fois-ci. Comment ça s'est décidé? Est-ce que c'est toi qui as levé la main parce que tu voulais venir dans la neige à -30 en hiver ou comment tu as pris la décision ici? Bah, comme pour le reste de ma carrière, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire ce que je demande n'arrive jamais. Mais, par contre, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire qu'à la fin enfin la fin, dans mon expérience à Rouen, j'ai eu l'opportunité de lancer un pilote de véhicule autonome. Et ça, c'était une première en Europe, ce qui a été, d'ailleurs, qui a fait beaucoup d'écho à l'époque. Donc c'était des véhicules autonomes qui se connectaient au réseau de tram. Donc c'est très expérimental, hein, on est en 2018, ça fait quand même quelques années. Et dans cette réflexion, de projet, ça m'a permis de côtoyer plus de monde dans le groupe et en particulier, d'ailleurs, l'ancien patron de l'Amérique du Nord, avec qui on avait pu, bien discuter, partager, qui était bien engagé sur des sujets, de véhicules, autonomes. Et on arrivait à la réflexion et au développement de ces véhicules-là, à une problématique à l'époque, en 2018, qui était l'intelligence artificielle. Et j'ai eu l'occasion, parce qu'on butait en se disant: «Bon, bah, comment on va trouver, comment on va adresser ça? Comment on peut faire progresser les véhicules?» parce que c'était encore un peu embryonnaire, les véhicules, à cette époque-là. Et bah, on a organisé une visite à Montréal. Parce que Montréal, enfin, en tous les cas, moi, je ne connaissais pas Montréal à cette époque-là, mais Montréal était connu, enfin, moi qui étais dans les véhicules autonomes, pour l'intelligence artificielle. Donc en fait, la première fois que j'y suis allé, c'était début 2018, c'était pour aller, rencontrer, ben, le fameux Joshua Bengio et bien sûr d'autres ingénieurs et chercheurs pour, se mettre à niveau sur, la recherche, de l'intelligence artificielle de ces véhicules, pour mieux comprendre quel était le timing, le phasing de ce qui allait arriver, et c'était passionnant. Et donc c'était un bon démarrage, vraiment aussi sur Montréal. Bon, j'avoue que déjà, je crois que pour beaucoup de Français aussi, c'est une image ultra positive, le Canada, donc c'est certain. Et puis, ce qui n'enlevait rien, le patron, donc Amérique du Nord, qui on a eu l'occasion de bien se connaître, bah, il m'a dit: «Arthur, il y a une opportunité, le Canada». J'ai dit oui immédiatement, j'ai même pas eu besoin de Ah! réfléchir, hein. Et C'était, pourquoi? parce que personnellement et professionnellement, c'était le pays parfait pour moi, pour démarrer. Alors j'avais une famille, j'avais 4 enfants. C'était une transition, hein, quand on est, francophone aussi, d'origine. Transitionner, vers l'Amérique du Nord, bah, c'est transitionner aussi dans un monde parfois anglophone. Donc là-dessus, je pense que c'était une transition, qui était bien adaptée, qui est proche aussi de l'Europe, qui a des valeurs, moi personnellement que j'apprécie beaucoup, au Canada, et ça faisait beaucoup de sens. Donc ça cochait tellement de croix que, j'ai pas posé d'autres questions que de se dire: «Mais bien entendu, je suis à fond partant, très beau challenge». Alors je connaissais pas exactement au début, la taille de nos activités au Canada, ni, ce que l'on faisait. Mais, le potentiel était évident. C'est incroyable. C'est un pays incroyable. Puis les chiffres ont parlé pour vous. Donc, tu arrives, tu es à peu près un peu en bas de 100 millions de chiffre d'affaires, je pense. La filiale est canadienne. Tu la prends en charge et vous avez été capable de croître assez rapidement. Mais on va essayer de rester en 2018 ici.
qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a du potentiel? Qu'est-ce qui est sous-exploité? Quand j'arrive en 2018, bon, déjà, c'est sûr que c'est la transition. J'arrive, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, notre siège. Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je dis le siège, puis je dis Transdev Canada, c'est très arrogant de dire ça, parce qu'à l'époque, bon, on n'avait que des dépôts de bus sur la rive sud de Montréal, hein. C'était plutôt Transdev Montréal ou Transdev Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était plutôt ça qu'il aurait fallu dire. Mais ce que je vois, c'est un pays que je connaissais pas encore suffisamment, en forte croissance, avec vraiment une dynamique positive, un état d'esprit entrepreneurial, des défis et des opportunités de développer des systèmes de transport, parce que la place de la voiture est encore très présente quand même au Canada. Donc, des opportunités de développer les transports en commun, parce que bien entendu, les transports en commun, pour développer des territoires et des villes, en fait, c'est indispensable. C'est pas que uniquement, je dirais, une considération environnementale. C'est aussi une considération économique, hein. C'est comme ça que sont nés les transports en commun, hein. C'est quand même à l'origine au 19e siècle, parce que les ouvriers n'arrivaient pas à aller dans les villes, que les entreprises ont demandé qu'on crée du transport en commun. Et donc ça, c'était quand on voit tout de suite l'activité, le dynamisme qu'il y a au Québec et au travers du Canada, bah, c'est certain qu'on se dit, et par rapport aux infrastructures, parce que j'ai eu l'occasion de voir un peu les infrastructures, bien sûr, il y avait des gros projets, mais il y avait de l'espace. Il y a de l'espace pour faire il y a de l'espace pour faire d'autres projets et d'améliorer et de faire gagner aussi en efficacité, hein. Et puis aussi d'apprendre, parce que aussi des choses, moi, que j'apprends, que j'ai appris, qui ont aussi permettaient de faire je dirais, d'essayer de faire le mix de ce que je pouvais apporter, et puis aussi de ce que je découvrais, et qui permettait de faire, je dirais, une sauce particulière, locale à chaque fois, qui puisse fonctionner. Puis, pour bien qu'on soit capable de situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes dans le service, et puis souvent, les organisations qui sont dans le service, qui veulent aller chercher un autre élan de croissance, ça va passer beaucoup par des acquisitions. Toi et moi, on avait une discussion la semaine dernière ensemble. Tu m'as dit oui, Antoine, mais pas que. Peut-être tu peux décortiquer un peu le plan de croissance qui a été mis en place, parce que vous êtes passé de 100 millions en 2018 et en 2025, vous allez faire au-dessus de 600 millions de chiffre d'affaires. Vous faites x6 en 7 ans. Que ça, on peut dire. Il faut avoir de l'ambition, certes, mais il faut un plan. Parle-nous un peu du plan que tu as mis en place et pourquoi tu as pris ces décisions-là. Alors, la décision, je la prends pas tout seul, je suis dans un groupe. Il y a il y a d'abord de la conviction, à avoir, et puis de partager le plan, et se mettre d'accord avec tous. Donc déjà, ça, c'est un travail dans un grand groupe, que de s'aligner, d'aligner toutes les planètes là-dessus. Je pense que ce qui jouait aussi favorablement, c'est que l'avantage d'être né dans le groupe, c'est que le groupe connaît. Alors, je pense que je pense, ça m'a pu m'aider, en tous les cas, sur un certain nombre de projets, une confiance de démarrage. Parce que sans confiance, que ce soit avec son groupe, que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec les clients, bah, en fait, on ne peut pas avancer. Donc, première étape, c'est essayer effectivement, de bien établir un climat de confiance entre les uns et les autres, transparent, partager le projet. Puis après, donc, se développer, pour aller à ton point précisément. Bah, c'était, on va dire, alors je le refais à l'envers, parce qu'on fait du rétro-engineering, puisqu'on est maintenant en 2025, mais c'était un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers de croissance par acquisition. Bien sûr que ça a été très important, et puis je reviendrai dessus si tu le souhaites. Un tiers de croissance organique, c'est-à-dire nos contrats que nous avions, de les développer. Et puis un tiers de croissance au travers des bids, des réponses à l'appel d'offres sur des contrats offensifs que l'on a rapportés. Donc, effectivement, il y a c'était un petit peu, je dirais, la répartition de notre croissance. Donc, regardons-les dans l'ordre. À partir de 2018, c'est quoi le cheval de bataille numéro 1 qu'on veut prendre pour faire de la croissance? Bah, le choix de numéro 1, ça a été déjà de séparer, d'un point de vue organisationnel, le Canada de l'Amérique du Nord. Alors, c'est un sujet qui devient très d'actualité en ce moment. Ah oui? Ah oui? On était organisés, comme beaucoup d'entreprises et de nos concurrents actuels d'ailleurs, sous une direction des US. Ouais.
pas faire de la critique là-dessus, mais effectivement, on n'est pas la même taille de marché aussi, quoi. Je veux dire, on est 1/10 des États-Unis, donc forcément, on avait 1/10 du temps. Et ça, c'était un premier élément important. C'est-à-dire que pour adresser le marché canadien, il faut être une entreprise canadienne. Alors, bien sûr, on a des actionnaires européens, mais il faut être une entreprise basée au Canada, avec une organisation canadienne et dépendre directement des actionnaires. Et ça, c'était une première approche stratégique. Et ça a été très important et ça fait énormément. Le deuxième point, après, ça a été de s'organiser pour se développer au travers du Canada, et donc parce qu'on était uniquement au Québec, pour avoir plus d'opportunités. Parce qu'effectivement, pour se développer, on s'est pris aussi, on a eu plein d'échecs, on s'est pris, oh là là, on a, comme on dit, on réussit ou on apprend, on a beaucoup appris. On Mais a beaucoup qu'est-ce qui a été appris. compliqué? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été compliqué? Tout était. Alors pour moi, il fallait d'abord que je m'adapte, que je Mhm. comprenne culturellement toutes les différences. Moi, je n'avais pas une compréhension, je le reconnais, hein, que en fait, ce n'était pas forcément un pays complètement unifié dans un sens, et qu'il y a des Absolument. vraies grosses différences, que ce soit même de l'ordre, bien sûr, culturel, mais aussi de droit, d'habitude de gestion des services, un peu comme si c'était différents types de pays au travers le Canada. Et ça, c'est un point, il a fallu le comprendre. Pour ma part, en tous les cas. Et puis après, de l'adresser, de comprendre que, effectivement, si on se développait sur le marché canadien, il faut avoir des approches différentes et puis il faut avoir un pied et une organisation dédiée dans chacune des provinces pour bien intégrer les modes de fonctionnement, les règles, les habitudes, les us et coutumes, et puis voilà, la façon dont le travail s'organise et dont les clients attendent le service. C'est très différent d'ailleurs, hein, d'une province à une autre, hein. Maintenant, j'ai un bon retour. C'est vraiment très différent. Donc, ça a été un point très important. Donc, le premier move en dehors du Québec, c'était l'Ontario, bien entendu. C'est 50% des opportunités au Canada. Donc, ça, c'était vraiment le premier move, avec des gros développements qu'on a pu faire, notamment dans le mode ferré, dans des modes lourds. C'était des paris, mais c'était des paris qui étaient risqués, mais on avait le support d'un groupe. Alors, c'est là aussi, hein, je veux dire, c'est tout de suite plus simple quand il y a de l'expertise, qu'on peut la solliciter. On n'est pas non plus une PME isolée, seule. Et je crois que c'est ça aussi qu'on a pu amener. C'est-à-dire qu'amener des talents, nous aider, nous accompagner, nous financer aussi, hein, parce que c'est un budget, c'est des sommes colossales à investir pour pouvoir se développer, hein. Acheter des flottes de véhicules, c'est bête, des dépôts électrifiés. Ça a été, c'est vraiment, ça nécessite de gros moyens, quoi. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. On décentralise
on pourrait dire, on décentralise. Les opérations canadiennes n'existent pas encore, sachant que vous êtes uniquement au Québec, mais on a une vision de décentralisation dès le jour 1, parce qu'on comprend que chaque province devient, et je le mets entre guillemets ici, un petit pays à part entière, donc qui se doit de se gérer un peu par lui-même. Et par la suite, toi, en tant que dirigeant, tu nommes des présidents par province, des directeurs par province. Est-ce que c'est un petit peu ton mode opérationnel ici? Exactement. Moi, j'ai fait, je veux dire, c'était pas du tout créatif là-dessus, mais c'est juste appliquer et répliquer l'organisation canadienne avec ce double niveau fédéral et provincial. Parce que c'est comme ça que le Canada fonctionne aujourd'hui. Et donc, une entreprise, elle doit s'adapter au fonctionnement du pays, c'est pas l'inverse. Donc, évidemment, ça a été, on s'est mis vraiment alors on n'a pas les mêmes responsabilités, compétences, etc. Mais on a vraiment délégué avec chaque province à son siège, à son centre de décision, répond à ses appels d'offres. Alors après, quand c'est des très gros appels d'offres, on le fait en centrale, ou quand il y a des gros investissements. Mais sinon, on laisse totalement l'autonomie de s'organiser, d'être proche aussi des clients, parce que comme on est dans une approche aussi qui est multimodale, contrairement à la compétition que nous avons, il faut être proche des clients, des différents clients. Il y a beaucoup de clients, beaucoup d'organisations, et ça donne de la complexité. Donc, il faut avoir une proximité de terrain si on veut pouvoir l'adresser. C'est pas possible de le faire à distance. Et voilà, pour amener, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte aussi. Donc Absolument. c'est quelque chose qu'on voulait vraiment mettre de l'avant et se différencier là-dessus. Et dans ce cas-là, donc, on comprend la manière de faire de la croissance quand vous avez des appels d'offres. Les provinces vont répondre aux appels d'offres selon la grandeur. La province est indépendante, mais si c'est un appel d'offres d'une envergure qui est nationale, bien entendu, le groupe travaille ensemble là-dessus. Qu'en est-il maintenant de la gouvernance qui se met en place concernant les acquisitions? Est-ce qu'encore une fois, il y a une liberté qui est donnée aux provinces si on veut acheter un groupe local, ou ça vient un petit peu de la gouvernance qui est davantage fédérale fédérale, on va dire canadienne ici, pour aller prendre une décision si on veut faire une acquisition? Alors, on sait, le fonctionnement, il a évolué forcément en fonction de la taille que l'on avait. Au tout début, le suivi, il était fait par nos actionnaires et il le fait toujours d'ailleurs, bien sûr, par la direction du groupe. Ça, c'était un point très important puisqu'on engage des capitaux importants, puis on en a besoin en plus pour mener des acquisitions. Donc, il y a toujours un suivi du groupe qui va évidemment regarder l'ensemble du plan, va nous challenger sur l'opportunité. Ça, c'est de toute façon toujours. Après, pour aller vite, et c'est ça, je pense que aussi une des différences qu'on a fait par rapport à d'autres sociétés, c'est qu'on va vite. Alors, pour aller vite, il faut accepter de déléguer. Et même pour déléguer les petites M&A. Et puis, c'est ça qu'il y a d'intéressant. Moi, personnellement, ce qui m'intéressait depuis toujours dans ce groupe, que ce soit Veolia au démarrage et puis Transdev aujourd'hui, c'était l'autonomie qu'on me donne. Même quand j'étais GM ou patron d'une toute petite filiale, j'avais une vraie autonomie. Alors, bien sûr, je devais rendre des comptes, bien sûr, etc. Faut livrer ses résultats. Mais on a une vraie autonomie. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'était quelque chose, moi, que j'ai gardé en tête. Je me dis, si on veut garder nos talents, si on veut attirer de nouveaux, il faut aussi donner ça, parce que c'est l'opportunité aussi pour des collaborateurs au sein de l'entreprise, de pouvoir faire une M&A, comme on dit. Alors, c'est très tendance, c'est apprécié, mais c'est aussi intéressant. Je pense que ça, c'est important de le partager. Alors, c'est pas les plus grosses, mais des choses importantes, oui. Ça permet du coup à tout le monde de se développer, de faire monter les compétences et puis de s'épanouir au sein de l'entreprise et de découvrir. Je pense que c'est ça aussi l'opportunité qu'on peut donner à l'entreprise. C'est pas les happy few de 5-6 personnes à Montréal qui feraient tout. Je pense que ça, c'est important aussi de le partager. Donc, il y a une certaine responsabilité qui est prise par les provinces de dire, on va aller vite, on veut grandir. Si vous voyez des opportunités, vous êtes en charge de prendre ces opportunités et par la suite, bien entendu, discussion il y aura, mais on donne cette liberté aux provinces de pouvoir mener ces projets. Bien sûr, et puis dans les projets de M&A, tout le monde le sait bien, en particulier pour des petites cibles, racheter des entreprises familiales et autres, c'est l'intuité personnelle est fondamentale. De se connaître, de se faire confiance, d'avoir le retour. Nous, ça a été aussi une des raisons, je pense, du fonctionnement, c'est qu'on était assez différents dans notre approche d'un fonds financier qui achète.
Parce que nous, on n'est pas une entreprise qui achète pour revendre. On est là pour construire. Donc, c'est bête à dire, hein, et puis on enfonce peut-être une porte ouverte en se disant, bah oui, mais ils font pareil. Ben non, en fait, ça change beaucoup de choses, quoi. Ça change beaucoup de choses de garder les personnes et de s'engager à les garder pour de vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, bien sûr, on peut tous, à un moment raconter un peu n'importe quoi, mais la réputation, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a, en tout cas, nous, construit aussi dans le temps, depuis 2018, et puis même avant, hein, bien sûr, de tenir et respecter nos engagements, notamment pour les BMD, mais aussi pour les contrats. C'est-à-dire quand on est là et qu'on s'engage, quand ça va bien, on est très content, mais quand ça va mal, on est aussi là et on doit y rester et assumer nos responsabilités, ce qu'on fait. Tu dit plus tôt, vous avez beaucoup appris en développant le Canada. Parlons un peu de ces apprentissages-là, et peut-être je vais le dire avec des mots un peu plus crus. Quels ont été les coups difficiles, les choses qui, avec du recul, maintenant, tu ferais peut-être de manière différente si tu avais à développer le marché du Canada le 17 mars 2025? Bon, première bêtise à ne pas refaire, c'est soumettre des appels d'offres de Montréal dans une province dans laquelle on a même pas une personne ou une équipe. Mais jamais ça marche. Enfin, à 95%, 18%, ça ne marchera pas. En tout cas, Hmm. dans nos activités, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a essayé, hein, alors je parlerais plutôt, tiens, de la Colombie-Britannique, on était toujours, c'était toujours très chaleureux et très sympathique, hein, les relations, mais on n'a jamais rien gagné. Et puis au bout d'un moment, j'ose même pas dire le nombre d'offres qu'on a faites, mais à la fin, on a rencontré les clients, et puis entre les lignes, on a compris, c'est bah, quand vous serez ici, dans le sens, vous aurez des équipes en Colombie-Britannique, on considérera que vous êtes une entreprise d'ici. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion particulière du Canada et puis l'importance des provinces au travers le Canada. Et c'est certain, hein, c'est certain. Avec des personnalités et puis des leaderships d'ailleurs qui sont assez différents d'une province à une autre pour correspondre aussi et être au plus près des réalités, hein. Donc ça, c'était... ouais, ça, on a perdu du temps là-dessus, hein. Mais en même temps, c'est peut-être que c'était bien de bien se forger. Et ça nous a aidé aussi à nous forger une opinion solide sur la façon dont il fallait s'organiser au Canada, qui est différente de d'autres pays, peut-être que des Ouais, États-Unis donne-nous un ou que comparatif. l'Europe. Ouais, donne-nous un comparatif avec la France. Donc, disons, si tu avais à gérer la France, c'est-à-dire si vos installations sont à Paris puis vous avez un appel d'offres à Bordeaux, ça serait quelque chose davantage viable qu'au Canada si vous êtes installé au Québec et que vous avez un appel d'offres en Colombie-Britannique? Ah ben en France, il y a pas le sujet de se dire, si vous êtes à Paris et que vous avez des références de réseau, hein, bien sûr, hein. C'est-à-dire que faut toujours avoir une référence quand même. Bah, c'est pas un problème d'aller soumettre une offre dans une autre région de France. Mais enfin, la France, c'est minuscule, le territoire, d'un point de vue d'un point de vue géographique, Oui, ne serait-ce effectivement. que par rapport au Québec, hein. Donc donc forcément, tout se fait quasiment en voiture, alors que là, dès qu'on part d'une province, bon, alors quand il y aura des grands projets ferroviaires, ça sera différent, mais c'est l'avion systématique, voire effectivement des fuseaux horaires décalage, même de la population culturellement très, très différente. Enfin, en Colombie-Britannique, 50% de la population est asiatique. C'est donc nos clients aussi. Donc c'est avec peut-être d'autres approches, d'autres considérations, d'autres sensibilités politiques aussi d'une province à une autre, sur les sujets de délégation de service, très, très différents, hein. C'est vraiment pour moi un peu comme des pays différents. Je dirais que le Canada est un peu comme l'Europe et au sein, il y a des pays, alors pas tout à fait ça, hein, mais oui, quand même un peu. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. C'est quelque chose que n'importe qui voyage un peu au Canada peut se rendre compte de la différence de culture qu'il y a dans ce grand pays-là en termes, pas nécessairement en termes de population, mais en termes de grandeur de pays. C'est énorme et il y a des cultures différentes un peu partout. Donc, effectivement, c'est quelque chose à considérer. Parlons un petit peu. Bon, donc là, vous êtes passé à 600 millions de chiffre d'affaires. Félicitations, c'est assez exceptionnel. Vous êtes dans une catégorie où est-ce que vous vendez essentiellement du capital humain. Vous avez besoin de collègues performants. C'est 6 000 employés que vous avez aujourd'hui, chiffre que vous n'aviez pas, bien entendu, quand vous avez commencé. Et beaucoup de gens qui sont passés sur le podcast et qui ont bâti des grandes entreprises dans le service nous expliquent un petit peu toujours cette dualité qui se met en place de dire on veut faire de la croissance, mais si on va chercher les clients et qu'on n'a pas l'équipe qui est prête à absorber ces clients-là, ben, bien entendu, on ne peut pas prendre le client. Donc, comment que vous l'avez abordé, vous, de votre côté? Est-ce que vous aviez
une conviction, je vais reprendre le terme que tu as utilisé plus tôt, que les contrats allaient venir, donc vous allez engager massivement avant. Comment vous naviguez un peu entre les deux? Alors c'est sûr que le défi, c'est vraiment le cœur du réacteur de notre entreprise, hein, c'est l'humain et parce qu'essentiellement, c'est ce que on apporte pour les conducteurs, les mécaniciens, enfin 95 de notre workforce, comme on dit, c'est vraiment du people. Et donc ça, c'était un défi majeur. Alors, on l'a adressé de différentes manières. La première, c'était d'un point de vue organisationnel, comme je l'ai évoqué. C'est-à-dire le fait d'avoir une organisation décentralisée permet aussi d'avoir un management décentralisé et adapté à chacun des territoires. Ça, c'est aussi un point important. On n'est pas arrivé en se disant, bah tiens, on va y aller de l'approche comme ça et puis ça marche pour tout le monde, c'est la même chose. Non. Donc déjà, c'est décentralisé, on laisse de l'autonomie localement, on encourage bien entendu la diversité. Nous, ça a été un challenge, hein, tu l'évoques, où effectivement, on est passé un peu moins de 1000 à plus de 6000. Recruter, puis il y a 2 ans, c'était atroce de trouver des talents, c'est toujours difficile, mais c'était vraiment particulièrement difficile il y a 2 ans. Et il fallait vraiment se distinguer, être un employeur et une entreprise différente des autres, là aussi. Pour ça, que ce soit dans tous les niveaux, que ce soit au niveau des responsables, des managers, de la direction, mais aussi au niveau des employés, d'être toujours à mesurer et à écouter. Alors, c'est pour ça que nous, on a aussi pris le parti de l'approche Great Place to Work, hein, qui est un sondage au travers des entreprises canadiennes et pas que, d'ailleurs, je crois que c'est aussi dans d'autres pays, standardisé, hein, donc c'est pas nous qui donnons les questions. Et on le fait tous les 2 ans pour demander à nos collaborateurs qu'est-ce qui va moins bien, et qu'on ait une vision directe, c'est-à-dire vraiment, même quand ça fait mal, hein, parce que bien sûr, il y a des endroits où bah, on n'est pas fiers de nos résultats, mais ce que l'on ne souhaite pas, c'est de ne pas le savoir. Ouais. Ou de se le cacher. Ça, je pense que ça s'améliore. Eh ben exactement. Donc nous, ça nous a permis, et c'était un défi, parce que en passant de 1000 à 6000, effectivement, bah, ça crée aussi du stress dans l'organisation. Ça crée plein d'enjeux, de challenges, de développement à tous les niveaux, de lancer des entreprises, parfois aussi d'en arrêter, parce que, encore une fois, c'est pas une ligne droite, hein, c'est des à-coups, c'est dur, c'est de garder le momentum. Et donc là-dessus, on s'est vraiment investi pour se différencier aussi, donc en étant en Great Place to Work, en ayant des encadrants où on leur donne plus de responsabilités qu'ailleurs. Et ça aussi, ce qui permet, je pense aussi, de pouvoir adresser des problématiques, voilà, parce qu'on n'est pas obligé de tout remonter systématiquement dans l'organisation pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc ça aussi, c'est un point. C'est engager, ça peut paraître bête, mais les managers locaux dans les négociations aussi de conventions collectives. Avant, c'était des choses qu'on se disait, bah, on va les déléguer aux avocats. Non, c'est les managers locaux, il faut aussi les impliquer, il faut les écouter, il faut qu'ils décident de l'approche, même s'ils n'ont pas tous eu des expériences. À un moment, on ne peut pas se développer une expérience sans jamais la démarrer à un moment. Donc, Absolument. ça, c'était très important aussi, ce virage, d'être vraiment dedans. Voilà, je pense que ça nous a permis, alors tout n'était pas parfait, mais ça s'est bien passé. Puis il y a une chose en particulier sur laquelle on a été fiers, c'est qu'aussi pendant le Covid, pour une entreprise comme la nôtre, on a perdu presque 60% d'activité, hein, qui était à l'arrêt, et donc 60% de nos conducteurs, hein, qui étaient sans activité. Ça, nous, avant même d'ailleurs que les plans, les programmes fédéraux soient lancés, on a tout de suite démarré les discussions avec nos clients pour pouvoir maintenir les rémunérations de nos agents. Parce que c'est pas non plus des énormes rémunérations toujours. Donc ça, c'était important pour nous de pouvoir les garder, pouvoir les maintenir et pouvoir redémarrer au plus vite. Ça, c'était un pari qu'on a fait, qui était un vrai investissement aussi économique, mais aussi humain. Et ça nous a permis aussi de redémarrer beaucoup plus vite que nos concurrents, d'ailleurs, à la sortie du Covid. Donc voilà, c'est un peu les quelques mesures ici ou là, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Non, ben c'est clair que ça aide. Si vous êtes capable de garantir cette sécurité-là, par la suite, le mot se passe. Vous avez l'air d'être une organisation qui est sérieuse, qui est capable d'être présente quand il y a des situations plus complexes.
Et bien entendu, même si à un certain moment donné, tout le monde a gelé un peu pendant la COVID, tout le monde savait également qu'on s'en sortirait à un moment donné puis que les choses retourneraient à la normale. Et force est d'admettre que c'est exactement ce qui s'est déroulé ici. Euh, Arthur, c'est quoi les défis pour la suite? Parce que là, bon, vous devenez un joueur important dans le groupe. Tu parlais d'un groupe qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires à l'année, peut-être un petit peu plus, 10 milliards d'euros, 15 millions de dollars, 15 milliards de dollars canadiens, comme tu le mentionnais. Vous représentez 600 millions pour le groupe. Donc, tout de même, si vous êtes présent dans plus d'une vingtaine de pays, vous n'êtes pas un petit joueur, vous êtes vraiment un joueur qui prend de l'ampleur et définitivement qui est en croissance. Comment on fait pour aller chercher encore plus de croissance et est-ce qu'il y en a plus encore à aller chercher? Alors, il y en a beaucoup plus. Ça, mais c'est peut-être parce que j'ai une vision extrêmement positive et enthousiaste. Mais je le pense parce que il y a plein de raisons à cela. D'une part, la population est en croissance au travers le Canada. L'enjeu du coût des déplacements est un sujet sérieux et de la congestion. Quand on est sur Montréal ou d'autres grandes métropoles comme Toronto, c'est très, très important de développer les transports en commun pour faire aussi des économies de manière globale, hein, puisqu'on a aujourd'hui, il y a des pertes d'argent et du gâchis dans les embouteillages. Et puis, il y a aussi le défi des collectivités. Nos clients, donc municipalités, les sociétés publiques, qui ont aussi des enjeux de financement. Et donc, là, c'est sûr que les entreprises privées, il n'y a pas que Transdev, hein, bien entendu, mais notamment, on peut être là, on peut aussi amener, je dirais, des solutions alternatives pour réduire, optimiser, les systèmes de transport. Donc c'est des choses que l'on apporte. On apporte des choses innovantes, mais aussi on apporte, des organisations, du travail différentes qui permettent aussi d'être, parfois plus efficaces. Ou d'accompagner ou de développer des services avec un meilleur équilibre budgétaire quand c'est possible. Alors, c'est là aussi peut-être des opportunités, mais on est toujours à la disposition en complément de ce que souhaitent faire nos clients, collectivités, sociétés publiques. Mais là-dessus, on peut amener aussi pas mal d'éléments. Avez-vous un chiffre en tête d'objectif? Ah, non, non, c'est le ciel n'a pas de limite, comme on dit. Ah, Mais infini plus X, hein, c'est ça? bien entendu, le Canada a de grosses ambitions de développement. Je pense qu'il faut avoir les mêmes. Alors bien sûr, il faut être réaliste. On va pas non plus pas se prendre on va pas se prendre pour le bœuf. Mais je pense qu'on peut encore bien se développer. Il y a de la place pour tous parce que le Canada, encore une fois, est en fort développement et a besoin de services de transport et de services de transport aussi pour des coûts limités. Donc, je pense que dans cette équation-là, je pense qu'il y a de la place pour des sociétés privées d'amener. On peut amener de l'expertise, on peut amener. Il y a des nouveaux systèmes de transport, hein, quand il y a des nouveaux modes. Au Québec, il va y avoir le tram de Québec. C'est extra. Mais il va falloir développer aussi par exemple, des expertises, hein, même si Transdev n'est pas dedans, pour l'occurrence, mais Gatineau, c'est la même chose. Nous, quand on a été sur le REM, pour parler de concurrents aussi, ça a été l'opportunité d'amener des savoir-faire pour le territoire. Et je pense que c'est intéressant aussi pour la province et pour le pays de développer ces expertises. Nous, on peut amener ces expertises-là au démarrage, former les collaborateurs. C'est ce qu'on a fait avec nos 6000 collaborateurs. C'est 6000 Canadiens, hein. Ce sont essentiellement, bien entendu, des personnes qui étaient déjà sur le pays, même s'il y a toujours de l'immigration et puis qu'on accueille, qu'on les aide. Puis c'est des gens qu'on forme aux nouveaux modes de transport qui peuvent arriver, aux nouvelles technologies. Et donc, je pense que là-dessus, il y a toujours de la place quand on essaye d'apporter de la valeur pour les services de transport. Intéressant. Et bon, avant que je te laisse filer des petites questions personnelles, est-ce qu'il y a des livres d'affaires, des podcasts qui t'ont marqué, que tu pourrais partager avec notre audience? J'aime toujours voir c'est quoi les ressources, les lectures, les écoutes que les gens qui viennent sur nos podcasts vont avoir dans leur routine quotidienne. Ah! Alors moi, je vais pas parler de podcast, mais je vais parler sinon je vais parler d'hypercroissance forcément. Mais je vais dire, moi, ce qui me plaît bien, c'est les notions d'histoire. Mmh. L'histoire des pays, de développement, des histoires aussi organisationnelles, comment étaient organisés des pays avant, comment étaient organisées des différentes voilà, sociétés, vies et autres, comment elles étaient organisées
et pourquoi elles ont parfois marché ou complètement échoué. Et histoire humaine, et il y en a plein quand on regarde ça à travers le monde. Je pense que ça, c'est passionnant. Moi, en tout cas, c'était passionnant, c'était enrichissant, et ça m'a éclairé, aidé sur l'importance de bien considérer le territoire dans lequel on est, de l'écosystème dans lequel on est, et d'en tirer tous ces enseignements-là, pas répéter ce qui a échoué dans le passé, parce que c'est très important. Donc voilà, ça c'était quelque chose j'ai. Puis bien sûr les nouvelles régulièrement, j'en ai toujours branché, connecté aux nouvelles, savoir ce qui se passe. Mais là, j'irai sur un sujet plus singulier. Ouais, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui m'a aidé. Comprendre son territoire, intéressant. Et bon, une routine, est-ce qu'il y en a une avant, pendant et après le travail? Faut toujours célébrer ses victoires parce que il y a Ah, ça, je pense que ça, c'est un point super important. Quand on se développe, on a plein d'échecs, hein, et nous, on en a plein, puis on en aura plein. Alors, on n'est pas toujours à l'aise à dire qu'on a des échecs, mais c'est la réalité. On en a très souvent, on a plus que de réussites, c'est statistique, hein, malheureusement. Et donc, je pense que quand on a une réussite, il faut tout de suite la célébrer, parce que généralement, on attend, 2 jours, même pas, parfois parfois moins. Hop, il y a une mauvaise nouvelle. Et donc au final, je pense qu'on peut être dépressif, quand on est en mode de croissance, parce que se mettre en mode de croissance, c'est accepter de l'échec régulier, quoi. C'est ouais. accepter d'être le serial loser, et Mhm. de passer à travers sans se démoraliser. Donc pour garder, moi, je pense, une ambiance et puis quelque chose de positif, faut bien fêter les victoires. Je pense que c'est super important. C'est pas que s'amuser pour s'amuser, faut le cranter, parce que ça, c'est pris. Les autres jours, bah voilà, on est déjà là pour gérer les mauvais coups. Alors quand il y a les bons coups, faut le faire. Donc, dans les routines quotidiennes, célébrer les victoires. J'aime ça. C'est Exactement. la première fois que j'entends ça. C'est une excellente réponse. Dis-moi, Arthur, avant de te laisser filer, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui adoreraient devenir clients chez vous, qui adoreraient être employés chez vous, c'est où le meilleur endroit pour vous rejoindre? Voilà, pour nous rejoindre, je pense que, alors meilleur employé, je vais essayer de l'évoquer, c'est tous les types de personnes, parce que vraiment on est ouvert, on est, en termes de diversité, c'est quelque chose qui est très, très fort chez nous. Donc on a vraiment, heu, des hommes, des femmes, vraiment des différents types de profils, et ça, faut le regarder, c'est réel, c'est pas je fais pas de la com, c'est sincère et fondé. Et d'ailleurs, dans nos sondages Great Place to Work, nos collaborateurs le reconnaissent, et on a beaucoup de communautés. Donc je pense que là-dessus, on est très à l'aise, très ouvert. Et puis, on a, je dirais, toute la palette de postes et d'opportunités de croissance, que ce soit effectivement développé en termes que manager, mais aussi au sein des métiers de la conduite. On a des métiers de partout de la conduite. Maintenant, au travers le Canada, on est le seul opérateur privé à pouvoir proposer des postes de conduite, de mécanicien, sur l'ensemble des modes de transport et au travers le Canada. Donc, en démarrant chez Transdev, si on est motivé et qu'on est mobile, je sais que la mobilité, c'est quand même toujours une difficulté. Il y a un challenge personnel et parfois aussi économique. Mais on a cette possibilité chez Transdev de démarrer sa carrière, pouvoir se développer, je sais pas, démarrer conducteur scolaire, aller être dans le bus et dans le métro ou le tram, puisqu'on a toutes ces activités désormais. Et donc ça, et au travers le Canada. Donc ça, c'est unique. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on amène, que les autres n'amènent pas. Après, pour les clients, eh bien, c'est aussi une opportunité d'avoir un opérateur qui peut parler de l'ensemble des modes de transport. Quand on parle à Transdev, c'est pas uniquement les bus scolaires ou les bus ou le train. Transdev, nous, on est un intégrateur de mobilité. On gère on appelle d'ailleurs The Mobility Company, c'est la baseline de notre groupe. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler de l'intégration des modes. Je pense que c'est quelque chose qui va aller de façon croissante dans l'avenir. C'est-à-dire que l'intégration des modes, ça permet d'être plus efficace, ça permet de faire des économies aussi. Et donc, nous, on souhaite en parler dès aujourd'hui, dès à présent avec nos clients, voir ce qui est possible de faire, que ce soit le médical, le scolaire, l'intégré, comment on peut mutualiser aussi ces moyens-là pour être le plus efficace pour, bien sûr, la collectivité, le client, et puis aussi pour les habitants. À la fin, ça permet de faire un meilleur service. J'adore ce que j'entends. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode pour s'assurer que les gens qui ont été séduits par ton discours, Arthur, puissent postuler chez vous. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé cette belle histoire de croissance, celle de Transdev Canada. Encore une fois, je le répète, on mettra toutes les informations dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir un peu plus. Arthur, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt
pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.